Bonjour, mes chers élèves de la 4e année, section sciences expérimentales et section sport. Je me présente, Sarah Al-Kemen, votre professeur SVT du lycée Sidi Yassine, et sous la direction de Madame Neji Edridi, inspectrice générale SVT sur Tunis 2, la présente séquence d'apprentissage portera sur la transmission d'un couple d'allèles chez les diploïdes, partie 1 du thème génétique. Pour commencer, prenons par exemple cet individu qui présente la couleur des cheveux de son grand-père, la forme du nez de son père, la couleur des yeux de sa grand-mère et la forme du menton de sa mère. Et c'est tout à fait normal. En effet, ceci s'explique par le fait que chaque individu présente des caractères qu'il hérite de ses parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents. Donc notre problème scientifique est comment expliquer la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants. Donc pour répondre à cette question, on va faire un petit rappel sur quelques concepts de génétique. Donc commençons par qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Donc un caractère héréditaire se transmet génétiquement des parents aux descendants au sein de la même espèce. Et on distingue des caractères spécifiques de l'espèce, de lignée et individuels. Ces caractères peuvent être observables comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. ou déterminés par des analyses comme les groupes sanguins. Donc on a dit qu'un caractère se transmet génétiquement. Donc que signifie transmis génétiquement? En effet, ces caractères sont le résultat de l'expression des gènes qui sont transmis des parents à leurs descendants. Puisque au cours de la reproduction sexuée, les parents, père et mère, à travers leurs gamètes, transmettent un lot de gènes paternels et un lot de gènes maternels qui se réunissent au niveau de la cellule œuf qui est à l'origine d'un nouvel individu. Et cet individu présente des caractères qui sont le résultat de l'expression de gènes transmis par ses parents. Donc, qu'est-ce qu'un gène? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que les êtres vivants, que ce soit donc les humains, les animaux et les végétaux, sont constitués de milliards de cellules. Et au niveau des cellules, donc le noyau renferme les chromosomes. L'ensemble des chromosomes présents dans une cellule constitue le karyotype. Par exemple, chez l'homme, on a 46 chromosomes. Donc, on a des chromosomes qui sont identiques chez l'homme et chez la femme, ce sont les autosomes. Donc, on a 44 autosomes chez l'homme et chez la femme, et une paire de chromosomes sexuels qui est différente. Chez l'homme, on a XY et chez la femme, on a XX. Comme vous voyez, les chromosomes sont organisés en paires. Donc, c'est une paire de chromosomes homologues, l'un hérité du père et l'autre hérité de la mère. Donc ici, par convention, on peut utiliser deux couleurs différentes. Et on peut dire aussi donc, que ces cellules qui renferment des chromosomes organisés en paires sont qualifiées de cellules diploïdes. Aussi, donc, le nombre de chromosomes varie d'une espèce à une autre. Citons quelques exemples. On a vu que chez l'homme, on a donc 46 chromosomes. Chez le maïs, par exemple, 2n égale à 20. Chez le papillon, 2n égale à 80, etc. Et chaque espèce présente un karyotype donc, spécifique. Par exemple, ici, la drosophile avec 2n égale à 8. On trouve aussi donc, les autosomes qui sont identiques chez les deux sexes et une paire de chromosomes sexuels, XX chez la femelle et XY chez le mâle. Et en effet, ce sont les chromosomes qui portent les gènes. Et puisque donc chaque chromosome est constitué de 2 chromatides, chaque chromatide est une molécule d'ADN qui est une séquence de nucléotides. Et on trouve donc plusieurs séquences. Cette séquence est appelée gène.
Et ce gène, en s'exprimant, détermine un caractère héréditaire. Et chaque gène a un emplacement bien déterminé au niveau du chromosome. Cet emplacement précis est appelé locus. Et selon donc l'emplacement du gène, s'il est localisé sur des chromosomes autosomaux, donc il est qualifié d'un gène autosomal, ou bien il peut être localisé sur des chromosomes sexuels, soit il est lié à X, c'est s'il est situé sur la partie spécifique du chromosome X, ou dans la partie spécifique liée à Y. Citons donc quelques exemples de gènes humains. En effet, chez l'homme, il existe plus que 20 000 gènes. Donc, on pourra prendre quelques exemples. Par exemple, le gène impliqué dans la fabrication du mucus localisé dans le chromosome 7. Dans le chromosome 9, on va citer deux exemples de gènes, un gène impliqué dans la pigmentation de la peau et un gène impliqué dans le groupe sanguin. Dans le chromosome 11, on trouve aussi un gène impliqué dans la forme des hématies. Dans le chromosome X, on trouve un gène impliqué dans la coagulation du sang. Et dans le chromosome Y, dans la partie spécifique à Y, on trouve un gène impliqué dans les caractères sexuels masculins. Donc ici, pour simplifier, on va considérer qu'un gène détermine un caractère héréditaire. Aussi, donc on peut dire qu'un gène, en fait, il présente deux versions ou deux formes appelées allèles. Donc un gène est constitué donc de deux allèles, on peut dire que c'est un couple d'allèles. Et la combinaison des allèles constitue ce qu'on appelle le génotype. Et si les deux chromosomes homologues portent deux allèles identiques, on parle de génotype homozygote. Et si les deux allèles sont différents, on parle de génotype hétérozygote. Et l'expression donc, de ce génotype constitue le phénotype. Donc, le phénotype, c'est l'aspect apparent d'un caractère héréditaire, et ceci à différentes échelles macroscopiques, cellulaires et moléculaires. Donc, pour étudier la transmission de caractères héréditaires, la méthode utilisée donc, en génétique est le croisement entre deux individus de la même espèce. Donc, si on croise deux individus de même lignée, qui donnent des descendances de même phénotype que les parents, et ceci sur plusieurs générations successives, ces individus donc sont considérés comme des lignées pures. Et le croisement de deux individus de deux lignées différentes, qui diffèrent par un seul caractère, va donner donc une descendance soit identique aux parents ou différente des parents. Donc l'étude d'un seul caractère est qualifié donc, de monohybridisme. Donc, la transmission d'un couple d'allèles chez les diploïdes est le titre donc, de notre leçon qui va s'articuler comme suit. Donc, on va commencer d'abord par les techniques de réalisation de croisement, ensuite l'étude d'une transmission d'un couple d'allèles autosomal qui sera suivie par une évaluation formative. Donc, ces deux parties feront l'objet de cette séquence télévisée et la transmission d'un couple d'allèles liés au sexe sera étudiée dans une prochaine séance qui sera aussi suivie d'une évaluation formative. Donc on va commencer d'abord par les techniques de réalisation de croisement. On va voir un petit aperçu sur les premiers travaux en génétique des diploïdes. Ensuite, comment réaliser des croisements chez les animaux et chez les végétaux. Donc, prenons donc à des exemples de premiers travaux en génétique des diploïdes. Donc, citons Gregor Mendel, qui est considéré comme le père de la génétique. C'est un botaniste autrichien qui a réalisé des expériences de croisement sur des petits pois. Il a étudié différents caractères, la couleur de la fleur et la position de la fleur, la couleur et la forme des graines, la forme et la couleur des gousses, et la longueur de la tige. Et par une méthode scientifique rigoureuse et suite à une exploitation statistique des résultats, il a établi des lois universelles de l'hérédité appelées lois de Mendel, et ceci même
avant la découverte des chromosomes. Il y a aussi Thomas Morgan, qui a eu le prix Nobel en médecine en 1933. C'est un embryologiste et généticien américain qui a fait des travaux sur la mouche de vinaigre, c'est la drosophile, et a étudié donc différents caractères, comme la couleur des yeux. Donc, ici, on met par exemple la couleur des yeux rouges chez les femelles sauvages, et les souches mutantes ont la couleur yeux blanches. Et à partir de croisements expérimentaux, et avec les avancées technologiques donc, de la découverte du chromosome, des chromosomes et des observations donc, microscopiques, il a déterminé la localisation des gènes sur les chromosomes chez la drosophile. Donc, par exemple, ici, la figure représente une carte génétique partielle du chromosome numéro 2 de la drosophile. Donc, on retrouve la position des gènes. Par exemple, ici, on a le gène responsable de la longueur des soies ou la couleur du corps, etc. Donc, ces deux généticiens, en fait, ont travaillé sur la génétique expérimentale et ont réalisé des croisements chez les animaux et chez les végétaux. Donc, il faut savoir comment, en fait, réaliser des croisements chez les animaux. En effet, après avoir sélectionné des lignées pures, on réalise une hybridation des parents, en fait. On réunit des mâles et des femelles et des deux lignées qui diffèrent par un caractère pour favoriser leur accouplement. Les descendants constituent la première génération F1. À maturité sexuelle, les mâles et les femelles de la première génération sont accouplés à leur tour. Leurs descendants constituent la deuxième génération F2. Donc, on utilise aussi la même méthode chez les végétaux. On sélectionne donc deux variétés pures différentes, mais le croisement donc, se fait par pollinisation naturelle ou artificielle. Donc, il faut se rappeler que chez les végétaux, on a l'appareil reproducteur mâle qui est représenté par les étamines qui portent le pollen, et l'appareil reproducteur femelle, il est représenté par le pistil. Donc, on réalise une pollinisation pour obtenir des graines qui constituent la première génération F1. Pour obtenir la deuxième génération, on laisse les parents F1 s'auto-féconder puisque chez les végétaux, donc, la fleur est bisexuée. Donc, passons maintenant à l'étude de la transmission d'un couple d'allèles autosomales. Donc, l'activité 1, l'expérience de Mendel. En effet, donc Mendel croise deux variétés de petits pois purs en s'assurant de leur pureté durant 2 ans. Des petits pois à graines lisses sont croisés avec des petits pois à graines ridées. Il réalise une pollinisation et une fécondation artificielle comme le montre le schéma suivant. Donc, il réalise une fécondation croisée pour obtenir la première génération, qui est constituée de 100% de pois lisses. Ensuite, le taux fécondation de la première génération aboutit à une deuxième génération qui s'est avérée constituée de 5474 pois lisses et 1850 pois ridés. Donc, analysons les résultats des croisements afin de déterminer le mode de transmission du caractère étudié chez le petit pois et réalisons une interprétation chromosomique des croisements. Donc, pour répondre à cette question et pour répondre à la première question, donc pour analyser les résultats de ces croisements, on utilise une méthodologie d'analyse des résultats d'un croisement. On va commencer d'abord par préciser le caractère étudié en indiquant si les individus croisés sont de même de lignées ou de lignées différentes. Ensuite, comparer les phénotypes parentaux et ceux des descendants en vue de dégager la relation de dominance. Deuxième étape, donc on formule des hypothèses sur le nombre de gènes qui déterminent le caractère étudié en proposant des symboles pour les allèles et une deuxième hypothèse pour la localisation du gène. Ensuite, à partir donc, de ces hypothèses qu'on a formulées, on va expliquer le problème et les données du problème pour déterminer les génotypes des parents. On va représenter
les croisements ainsi que les gamètes et l'échiquier de leur rencontre, déterminer la composition phénotypique et génotypique des descendants. Et enfin, donc, pour valider les hypothèses émises, on compare les résultats théoriques aux données expérimentales. Donc, on va suivre étape par étape pour résoudre notre problème. Donc, on va commencer par la première étape. Il faut préciser le caractère étudié en indiquant si les individus croisés sont de même lignée ou de lignées différentes. Donc ici, le croisement qu'a fait Mendel, il fait intervenir deux variétés de petits pois, pois lisses et pois ridés, donc qui ne diffèrent que par un seul caractère. C'est l'aspect de la graine. Donc ici, on est en train d'étudier un cas de monohybridisme. Ensuite, on va comparer les phénotypes parentaux et ceux de descendants en vue de dégager la relation de dominance. Donc la première génération, effectivement, est formée de 100% de pois lisses et présente un phénotype parental. Donc c'est identique à l'un des parents. Ici, on parle d'un cas de dominance absolue. On va maintenant formuler des hypothèses sur le nombre de gènes. Donc on suppose que le caractère étudié aspect de la graine est contrôlé par un seul gène. Et on a vu qu'un gène est constitué d'un couple d'allèles. Donc ce gène présente deux versions ou deux allèles. Un premier allèle qui détermine le phénotype, l'aspect lisse, et un deuxième allèle qui détermine le phénotype, aspect ridé. Proposons maintenant donc des symboles pour les allèles. Pour cela, on va faire un petit rappel sur la convention d'écriture. On a vu que pour les générations, on utilise donc grand P pour les parents, F1 pour la première génération, F2 pour la deuxième génération, donc F pour fratrie. Et ici, dans un cas de dominance absolue, l'allèle dominant est désigné par une lettre majuscule, l'allèle récessif est désigné par une lettre minuscule et le phénotype est désigné par une lettre entre crochets, alors que le génotype est placé de part et d'autre, alors que pour le génotype, le couple d'allèles est placé de part et d'autre d'un double trait qui symbolise la paire des chromosomes homologues. Donc revenons maintenant à notre activité. On va maintenant donc proposer des symboles pour les deux allèles. On va faire un petit rappel pour les conventions d'écriture. Donc on a vu que pour les générations, on utilise la lettre P pour les parents, F1 pour la première génération et F2 pour la deuxième génération, F pour fratrie. Dans le cas d'un couple d'allèles avec dominance absolue, l'allèle dominant est désigné par une lettre majuscule, l'allèle récessif est désigné par une lettre minuscule et le phénotype est désigné par une lettre entre crochets. Alors que le génotype, qui est constitué d'un couple d'allèles, donc les couples d'allèles sont placés de part et d'autre d'un double trait symbolisant la paire de chromosomes homologues. Donc revenons maintenant à notre activité. Donc on va proposer des symboles. Donc soit le couple d'allèles grand L et petit r, donc on a un allèle qui détermine l'aspect lisse, donc on peut considérer la première lettre donc, de l'allèle. Ici on va utiliser grand L pour lisse et R pour ridé, qui contrôle l'aspect de la graine avec, ici puisque c'est un cas de dominance, donc L domine petit r, donc avec L en majuscule. C'est l'allèle dominant qui est responsable du phénotype graine lisse. Et petit r, c'est l'allèle récessif responsable du phénotype graine ridée. Concernant donc la localisation du gène, ici pour les végétaux, on va considérer que le gène impliqué est localisé sur un chromosome autosomal. Passons maintenant à l'explication du donné du problème à partir des hypothèses émises. Donc, on va déterminer le phénotype des parents, leur génotype, représenter donc les gamètes, leur rencontre au cours de la fécondation et déterminer la composition phénotypique et génotypique de la descendance. Donc, on va appliquer maintenant cette méthode. Donc, les parents,
deux phénotypes. Le premier parent, il est de phénotype grain de lys, donc on a défini grand L. Le deuxième parent, petit r. Et ces deux parents donc, sont considérés donc, comme des lignées pures. Donc, ils ont un génotype homozygote et ils ne portent qu'un seul type d'allèle. Donc, on a deux allèles identiques pour le premier parent, LL, pour le deuxième parent, RR. On va en parallèle donc faire une interprétation chromosomique, et ceci en représentant donc les chromosomes, puisqu'on travaille sur des cellules diploïdes, donc on va représenter une paire de chromosomes, et toujours par convention, on peut utiliser deux couleurs, une couleur qui désigne l'origine maternelle et une couleur qui désigne l'origine paternelle. Donc, on va maintenant représenter nos allèles sur les chromosomes. Donc, par un trait, on représente l'allèle, donc qui a un emplacement bien déterminé sur le chromosome. Pour le premier parent, puisqu'on a deux allèles identiques, donc les deux chromosomes portent le même allèle. Ici, j'insiste que pour un même chromosome, les deux chromatides sœurs portent toujours le même allèle. Donc pour le parent 2, c'est la même chose, donc on a deux allèles R, puisque le génotype est homozygote. Ensuite, donc, on va représenter les gamètes, donc issus au cours de la méiose. En effet, au cours de la méiose, on assiste à une séparation des chromosomes homologues, ensuite une séparation des chromatides. Donc au niveau des gamètes, on représente donc un seul chromosome simple. Donc, et ici, bien sûr, il porte l'allèle L. On a 100% de gamètes qui sont identiques avec l'allèle L. Donc génotype L. De même, pour le deuxième parent, on obtient donc des gamètes qui portent donc un chromosome simple. Pour la fécondation, donc, qui est la rencontre des deux gamètes, qui va donner un individu diploïde, donc on va représenter les deux chromosomes. Le premier chromosome, donc, issu donc, du gamète, ici on va considérer que le rouge c'est le gamète femelle. Donc un chromosome issu du parent 1 et un chromosome issu du parent 2. Ici, il faut représenter les chromosomes avec deux chromatides. Donc, et bien sûr, on représente les allèles L et R. Donc, ces individus de la première génération ont comme pour génotype L et R. Donc, ces individus sont de génotype hétérozygote, puisqu'ils présentent deux allèles différents. Ils sont considérés donc comme des lignées hybrides. Ces individus donc, ont comme phénotype L. Ici, on a deux allèles, un allèle dominant et un allèle récessif. Et en fait, c'est les allèles dominants qui s'expriment et on a un phénotype lisse. Ces individus donc, de la première génération sont tous identiques, donc ils sont homogènes et ils sont hybrides. Ici, donc, on va énoncer une loi. En effet, leur croisement de deux lignées pures qui diffèrent par un seul caractère donne toujours une première génération qui est uniforme, qui est homogène, c'est-à-dire qu'ils ont le même phénotype et qui sont hybrides. C'est la première loi de Mendel nommée uniformité de F1. Passons maintenant à la deuxième génération. Donc, c'est une autofécondation des individus F1. Donc, on écrit leur phénotype, leur génotype. Donc, bien sûr, on garde donc la même interprétation chromosomique. Donc, on obtient les gamètes par méiose. Ici, au cours de la méiose, il va y avoir une séparation des chromosomes homologues. Et ici, chaque chromosome porte un allèle. Donc, on va avoir deux gamètes différents. Bien sûr, suite à la séparation des chromatides, on obtient des gamètes avec un chromosome simple. Donc, un chromosome qui va porter l'allèle L et un chromosome qui va porter l'allèle R. Donc, on a deux gamètes qui sont génétiquement différents, donc 50%, 50%. De même, pour le deuxième individu, on a 50% L et 50% R. Donc, ici, on remarque que les gamètes contiennent un seul allèle pour le gène. Donc, on va définir une loi de disjonction des allèles, puisqu'au cours de la méiose,
il y a séparation des chromosomes homologues, donc chaque allèle va se séparer de l'autre et au niveau du gamète, on n'obtient qu'un seul allèle du gène. Donc c'est la deuxième loi de Mendel nommée pureté des gamètes. Donc ici, quand vous représentez les gamètes, il faut toujours donc écrire que la deuxième loi de Mendel est vérifiée. Donc passons maintenant à la fécondation, qui est la rencontre donc, des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc ici, on a différentes possibilités. Donc pour faciliter, on va représenter l'échiquier de la rencontre des gamètes. Donc c'est un tableau. Donc on va représenter les gamètes mâles de la F1 et les gamètes femelles de la F1, donc LR, qui les deux donc avec une proportion donc 1,5. Donc il faut par convention, on écrit donc 1,5 au coin supérieur donc, du tableau, de la case. Ensuite, donc, la rencontre des gamètes va générer un individu qui est diploïde. Donc c'est la combinaison des allèles. Donc ici, on a une proportion 1/4 pour chacun. Donc pour le premier individu, donc, on a la combinaison donc, de l'allèle L issu du gamète mâle et l'allèle L issu du gamète femelle. Donc génotype homozygote LE. Donc le phénotype L. Ensuite, donc, on a rencontre de l'allèle L et R, donc génotype hétérozygote. Ici, toujours par convention, on écrit l'allèle L au-dessus. Donc, et c'est l'allèle dominant qui s'exprime. Donc les individus sont de phénotype L. De même, donc, pour ce zygote. Et enfin, donc, on a la combinaison des allèles récessifs R, R, et on a donc un phénotype R. Donc ici, pour récapituler, la composition phénotypique de descendants de F2 est 2, 1, 2, 3 quarts donc phénotype L et 1 quart phénotype R. Donc finalement, on va comparer donc, les résultats théoriques aux données expérimentaux pour vérifier donc, les hypothèses émises. On peut dire donc, on peut écrire un tableau donc, qui comporte la descendance F1 et F2, les phénotypes, et on va comparer les résultats théoriques aux données expérimentales. Donc, dans la première génération, on a obtenu des individus de phénotype lisse. Donc, les résultats théoriques ont donné 100% de même que pour les données expérimentales, donc c'est confirmé. Pour la deuxième génération F2, on a deux phénotypes, phénotype L et phénotype R. Donc, pour les résultats théoriques, pour l'échiquier, on a trouvé des proportions 3 quarts, 1 quart. On se rappelle des données expérimentales, 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Donc ici, pour comparer, il faut uniformiser donc en pourcentage. Donc pour les résultats théoriques, fois 100. Pour les données expérimentales, fois 100 sur le total, avec le total qui est égal à 7324. Donc on a 75% et 25% pour les résultats théoriques et 74,74% pour les graines lisses et 25,26% pour les graines ridées. Donc ici, on peut dire que les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes. Donc les hypothèses proposées sont vérifiées. Il s'agit d'un cas de monohybridisme d'un gène autosomal avec dominance absolue. Passons maintenant à l'activité 2. Donc c'est la notion du test cross. Une plante de petits pois de phénotype aspect lisse peut avoir deux génotypes possibles. Pour préciser le génotype de cette plante à graines lisses considérée comme individu testé, on la croise avec une plante à graines ridées, considérée en tant qu'individu testeur. Donc ce croisement s'appelle croisement test ou test cross. Donc on va répondre à ces 4 questions. Donc on va répondre question par question. Donc la question 1. Indiquons les deux génotypes possibles de la plante de phénotype graines lisses. Donc les génotypes possibles de cette plante testée, elle est de phénotype graines lisses, donc elle a deux génotypes possibles. Elle, donc génotype homozygote, deux allèles identiques, et elle est considérée comme variété pure. LR, c'est un génotype hétérozygote, donc deux allèles différents, donc elle est considérée comme hybride.
Deuxième question, expliquons pourquoi l'individu d'Ester doit être à graines ridées. Donc en effet, dans l'énoncé, on va considérer un individu testé à graines lisses et l'individu testeur à graines ridées. Donc ici, on va expliquer pourquoi l'individu testeur doit être à graines ridées. En effet, le testeur doit être à graines ridées puisque son génotype est connu, qui ne peut être que homozygote RR. Donc, et ne fournit qu'un seul type de gamètes. Passons maintenant à la troisième question. On va prévoir la composition phénotypique et génotypique du croisement d'une plante à graines lisses avec l'individu testeur dans les deux cas possibles. Donc, on a deux cas possibles pour les génotypes de l'individu testé, un génotype homozygote. Donc, la plante testée est lisse et de génotype homozygote. Et un deuxième cas, la plante testée à graines lisses et de génotype hétérozygote. Donc, on va réaliser l'interprétation génétique. Donc, comme on a vu dans la première activité, on représente les phénotypes des parents, leur génotype. Donc, ici, lisse, elle est de génotype homozygote LL. Et le testeur, il est donc de phénotype ridé, il est de génotype homozygote RR. Donc pour les gamètes, puisque ici on a des génotypes homozygotes, donc on va avoir un seul type de gamètes, L pour le premier parent et petit r pour le deuxième parent, la fécondation va donner une descendance de génotype hétérozygote LR et c'est l'allèle dominant qui s'exprime donc de phénotype L. Donc 100% graines lisses. Pour le deuxième cas, donc la graine testée de phénotype lisse, elle est de génotype hétérozygote. Donc on a deux allèles différents, LR. La méiose donc, va donner deux gamètes avec des proportions donc 50% pour L et 50% pour R. Ici toujours, quand on dégage donc les gamètes, il faut écrire que la deuxième loi de Mendel est vérifiée puisque dans chaque gamète, on a un seul type d'allèle pour le gène. Pour donc l'individu testeur, il présente donc un seul type de gamète, ici petit r. La fécondation, donc pour faciliter, on peut représenter un échiquier de la rencontre des gamètes. Donc les gamètes femelles LR, ici donc pour le sexe c'est aléatoire puisque donc on peut choisir mâle ou femelle. Donc pour les proportions donc 1,5, 1,5 et pour les gamètes mâles, on a seulement donc des allèles R. La fécondation, donc elle va donner des individus qui ont un génotype hétérozygote de phénotype L et des individus de génotype homozygote RR, donc de phénotype R. Donc ici, la descendance est composée de 1,5 grand L et 1,5 petit r. Donc la quatrième question, énonçons donc de façon générale l'intérêt et les possibilités du test cross. Donc le test cross en effet c'est quoi? C'est un croisement entre un individu testé et un individu testeur. L'individu testé, généralement, donc, il a un phénotype donc, dominant, le testeur, donc, et l'individu testé peut avoir deux génotypes possibles, donc son génotype est inconnu. Mais l'individu testeur, il est de génotype connu, homozygote. Donc, l'intérêt du test cross, effectivement, est de déterminer le génotype de l'individu testé. Donc, soit il est homozygote ou il est hétérozygote. Donc, on a deux possibilités à envisager. Si le test cross donne 100% d'individus de même phénotype, donc l'individu testé est de génotype homozygote, donc elle est considérée de lignée pure. Et si le test cross donne 50% d'individus donc d'un phénotype grand A, ici par exemple, si on considère un couple d'allèles grand A, petit a, et 50% d'individus petit a, donc l'individu testé est de génotype hétérozygote et la lignée donc est considérée comme hybride. Donc récapitulons maintenant sur le monohybridisme d'un couple d'allèles autosomal avec dominance absolue. Donc on a vu trois types de croisements. Par exemple, on va généraliser pour un couple d'allèles grand A, petit a, avec grand A l'allèle dominant en majuscule et l'allèle récessif petit a. Donc on a vu trois types de croisements. On a vu un premier croisement qui fait intervenir donc deux individus purs qui donne une génération 100% uniforme et hybride. Ici, la première loi de Mendel est vérifiée.
On a vu un deuxième croisement d'un individu hybride et hybride, c'est dans le cas donc de F1, des individus F1 croisés entre eux, qui donne une deuxième génération, 3 quarts, 1 quart. 3 quarts ici grand A et 1 quart petit a. Le troisième croisement, donc au niveau du test cross, si on relise le croisement d'un individu hybride et donc pur, on obtient donc une descendance constituée de 1,5, 1,5. Voilà, donc passons maintenant à une évaluation. Voyons si vous avez bien assimilé donc, cette séance. On va commencer d'abord par un QCM. Donc pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux bonnes réponses. Donc on va repérer la bonne réponse. Premier item, chez un individu hybride, l'allèle récessif peut s'exprimer. Est-ce que c'est correct? Non, donc l'allèle récessif ne s'exprime pas, c'est l'allèle dominant qui s'exprime. B, le génotype est hétérozygote. Oui, c'est correct. C, il y a production de gamètes génétiquement différents. Oui, puisqu'il a le génotype hétérozygote, donc il produit de gamètes différents. Donc, et petit d, c'est faux, il ne produit pas des gamètes identiques. Deuxième item, si la F1 issue du croisement P1 et P2, parent P1 et parent P2, ne présente que le phénotype de P1. Donc, petit a, les individus F1 sont hétérozygotes. Oui, puisque donc, ils sont hybrides. Petit b, les parents P1 et P2 sont hétérozygotes. Non, ils sont homozygotes. Petit c, correct. D, les parents P1 sont de lignée hybride. Non, puisqu'ils sont homozygotes, donc ils sont de lignée pure. Ici, c'est la première loi de Mendel. Troisième item, le test cross donne toujours des individus de même génotype. Non, c'est faux, ça ne donne pas toujours. Oui, ça peut donner des individus de même génotype ou 1,5, 1,5. Petit b donne toujours une descendance avec des proportions 50-50. Non, donc ça peut donner les deux cas. C est réalisé en croisant l'individu attesté avec un individu homozygote. Oui, donc l'individu testeur doit être hétérozygote. D permet de déterminer le nombre de catégories de gamètes produites par le parent testé. Oui, puisque si on détermine le génotype homozygote ou hétérozygote, ça nous permet de déterminer le nombre de gamètes. Si l'individu est homozygote, on a un seul type de gamètes. Si l'individu est hétérozygote, on a deux types de gamètes différents. Passons maintenant donc à une évaluation. Donc, je vous propose cet exercice. Donc, on se propose d'étudier la transmission d'un caractère héréditaire chez la souris. On réalise alors les deux croisements suivants. Donc, on a le croisement 1, souris grise avec des souris grises, qui donne une descendance composée de 451 souris grises et 149 souris blanches. Le deuxième croisement, on utilise aussi deux souris grises, mais la descendance donne un résultat différent du croisement 1. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Donc, on va d'abord analyser les résultats du croisement 1 en vue de déterminer le mode de transmission du caractère étudié. Prévoyez la composition phénotypique et génotypique de la descendance du croisement 2 en justifiant donc la réponse. Et proposez un croisement qui permet de déterminer le génotype d'une souris grise issue du croisement 1 en justifiant la réponse. Donc, pour répondre à la première question, donc, appliquons la méthode d'analyse qu'on a utilisée donc, au cours de l'activité 1. Donc, on va d'abord préciser le caractère étudié en indiquant si les individus croisés sont de même lignée ou de lignées différentes. Donc, ici, le croisement 1 a été réalisé entre deux souris de même lignée grise, donc de même phénotype, qui donne une descendance formée par des souris grises et des souris blanches. Donc, il s'agit de la transmission d'un seul caractère héréditaire chez la souris qui est la couleur du pelage. Donc, c'est un cas de monohybridisme. On peut dire aussi, donc, en comparant les phénotypes parentaux et aux descendants, que la descendance est hétérogène. Elle est composée de deux phénotypes, des souris grises et des souris blanches. Donc, on peut déduire que c'est un cas de dominance absolue puisqu'on a seulement deux phénotypes et que les parents croisés sont des hybrides. Donc, ici, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée et elles sont donc de génotype hétérozygote. Passons maintenant donc aux hypothèses. On va supposer que le caractère couleur du pelage est contrôlé par un seul gène
qui présente donc deux allèles, un premier allèle qui détermine le phénotype gris et un deuxième allèle qui détermine le phénotype blanc. Donc ici, pour déterminer quel est le phénotype dominant et quel est le phénotype récessif, on remarque que les parents croisés sont hétérozygotes et de phénotype gris. Donc le premier allèle qui détermine le phénotype gris s'exprime et le deuxième allèle qui détermine le phénotype blanc, en effet, ne s'exprime pas, donc il est masqué chez les parents. Donc c'est l'allèle récessif. Donc on va émettre l'hypothèse sur le couple d'allèles avec des symboles. Donc soit le couple d'allèles grand G, petit b, qui contrôle la couleur du pelage chez la souris, avec grand G, c'est l'allèle dominant, qui domine petit b. Donc grand G, ici on peut choisir toujours donc, la première lettre. Grand G, allèle dominant, responsable du phénotype gris, et petit b, allèle récessif, responsable du phénotype blanc. Concernant la localisation du gène, donc, puisque la descendance ne présente pas de ségrégation selon le sexe, donc le gène impliqué est localisé sur un chromosome autosomal. Donc, expliquons maintenant les données du problème à partir des hypothèses formulées. Donc, en utilisant les symboles, donc on a les deux parents sont de phénotype gris, de génotype hétérozygote. Donc, les deux parents donnent des gamètes donc, qui sont différents et on vérifie toujours la deuxième loi de Mendel. Donc pour le premier parent, on a deux gamètes G et B avec des proportions 50-50, de même pour le deuxième parent. Donc l'échiquier de la rencontre des gamètes, donc toujours on représente les gamètes mâles et les gamètes femelles, qui sont avec des proportions donc 1,5. Et le zygote, donc la rencontre des gamètes va donner un zygote de proportion 1/4. Donc on a un individu de génotype homozygote, GG, donc de phénotype G, un individu issu donc de la composition, de la combinaison des deux allèles G et B, donc génotype hétérozygote et phénotype G, aussi donc GB de phénotype G et allèle homozygote BB, donc de phénotype petit b. Donc la composition phénotypique des descendants est 3/4 grand G, phénotype gris, et 1/4 petit b, phénotype blanc. Donc on va vérifier donc, la validité des hypothèses en comparant les résultats théoriques aux données expérimentales. Donc, pour la descendance, on a deux phénotypes. On a trouvé dans l'échiquier 3/4, 1/4. On se rappelle donc des données expérimentales 451 souris grises et 149 souris blanches. On uniforme toujours en pourcentage. Donc 75%, 25% pour les résultats théoriques et 75,17% pour les souris grises et 24,83% pour les souris blanches. Donc les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes, alors les hypothèses proposées sont vérifiées. Donc il s'agit bien d'un cas de monohybridisme d'un gène autosomal avec dominance absolue. Passons maintenant à la deuxième question. On va prévoir la composition phénotypique et génotypique de la descendance du croisement 2 en justifiant la réponse. Donc le croisement 2 a été réalisé entre deux souris grises, mais donne une descendance différente du croisement 1, qui a été réalisé aussi entre deux souris grises qu'on a définies qu'elles sont hybrides, donc de génotype hétérozygote. Alors, les souris grises du croisement 2 ont un génotype différent de celle du croisement 1. Donc on a deux cas possibles. Soit les deux souris grises croisées ont un génotype homozygote, ou bien on a réalisé un croisement entre une souris grise de génotype hétérozygote et avec une souris de génotype homozygote. Donc pour déterminer la composition phénotypique, il faut faire l'analyse génétique. On écrit les phénotypes, les génotypes. Donc les deux individus sont homozygotes et donnent toujours un seul type de gamète. La fécondation donc, donne une génération composée de 100% d'individus de phénotype gris et de génotype homozygote. Le deuxième cas, donc on a un individu de génotype hétérozygote et un deuxième individu donc, de génotype homozygote. Les gamètes, donc toujours, si on a un génotype hétérozygote, on vérifie la deuxième loi de Mendel. Donc GB pour le premier individu, 50-50, et 100% gamètes qui contiennent l'allèle G pour le deuxième individu qui est à génotype homozygote. Donc la fécondation, soit on fait un échiquier ou bien des flèches comme ceci. Donc on a la rencontre des deux allèles G
Donc, ou bien la rencontre de l'allèle petit b du premier parent avec l'allèle grand G du deuxième parent. Donc, on a 50% génotype homozygote GG et 50% génotype hétérozygote GB. Donc, ces deux individus présentent un phénotype G. Donc, là, le résultat, en effet, est identique, 100% pour les deux cas, mais ce sont les génotypes qui diffèrent. Donc, on va terminer donc avec la troisième question. Proposer un croisement qui permet de déterminer le génotype d'une souris grise issue du croisement 1 en justifiant la réponse. Donc, pour déterminer le génotype d'une souris grise, il faut faire le test cross, qui consiste à un croisement entre cette souris, qui est l'individu testé, avec un individu testeur de génotype connu, qui est donc la souris blanche. Donc, on a deux possibilités à envisager. Si ce croisement, donc test cross, donne 100% de souris grises, donc la souris testée est de génotype homozygote, GG, et elle est de lignée pure. Si le test cross donne 50% de souris grises et 50% de souris blanches, donc la souris testée issue de ce croisement est de génotype hétérozygote GB et elle est hybride. Voilà, donc cette séquence est achevée. Merci pour votre attention. Merci à tous mes collègues qui ont participé à l'élaboration du travail. J'espère que cette séance a été bénéfique et je vous souhaite beaucoup de succès à une prochaine séance.